Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce numéro spécial 8 mai 45, une date qu'on doit absolument garder en mémoire et ne jamais oublier, surtout ne jamais oublier le massacre. Alors où le monde s'apprête à célébrer la victoire contre le nazisme allemand, dans la joie et la fierté pour les Algériens, ce 8 mai 45 est synonyme beaucoup plus de douleur, de souffrance et de répression coloniale sur une population avide de liberté, une population qui a cru aux promesses, qui a fait confiance, mais qui a vite déchanté, car ce qui était censé être une journée de joie a tourné au massacre. La France coloniale n'a pas accepté le fait que des millions d'Algériens sortent pour manifester pacifiquement leur droit et réclamer leur droit à s'autodéterminer, surtout revendiquer à la France donc de tenir ses promesses qu'elle leur avait faites, donc et de les justement dans une guerre qui n'était pas la leur, en les enrôlant dans une guerre qui n'était pas la leur. La répression contre les Algériens commence avec une violence inégalée, une véritable intention d'en finir avec les manifestations et les manifestants. Bilan de cette journée meurtrière, 45 000 morts, une hécatombe humaine, en pesant nos mots que la France ne veut pas reconnaître jusqu'au jour d'aujourd'hui comme crime de guerre. Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous ici sur le plateau Moustapha Khayati. Moustapha Khayati, je rappelle que vous êtes professeur en pédiatrie, mais vous êtes également chercheur en histoire. Vous avez à votre insu plusieurs ouvrages concernant non seulement la santé, mais également l'histoire de l'Algérie en particulier. Donc bonsoir et merci d'être avec nous. Merci, bonsoir bien sûr, et merci de l'invitation. Et bien sûr, nous retrouverons certainement dans un petit moment Eklim El Louli, sénateur franco-algérien, qui sera avec nous par l'image dans un petit moment. Pour commencer, Moustapha Khayati, alors nous commémorons aujourd'hui le 8 mai 45, bien sûr. Le problème, c'est que ce 8 mai 45 est une date que le monde entier commémore, mais pas pour les mêmes raisons, voyez-vous. Donc nous, en tant qu'Algériens ou le monde, en tant que monde tel qu'il est dit aujourd'hui, commémore, si vous voulez, la victoire contre le nazisme, cette Allemagne hitlérienne, on va le dire, nazie, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la fierté aussi, parce qu'ils ont pu quand même obtenir cette victoire contre le nazisme. Mais pour l'Algérie, il y a un deuxième 8 octobre, plutôt 8 mai 45. C'est celui de la douleur, c'est celui de la souffrance, et c'est surtout celui de ce qu'on a appelé par la suite les massacres du 8 mai, c'est-à-dire les événements du 8 mai. Les Algériens sont sortis pour manifester parce qu'ils pensaient que peut-être c'en était fini avec le nazisme. Et donc, par conséquent, l'Algérie pourrait peut-être reprendre ses droits. Ce n'était pas le cas. Ils ont été accueillis, mais avec des fusils, avec une répression violente. Effectivement, ce qui a été fait dans la région est du pays, notamment à Sétif, Kharrata, Guelma, mais encore d'autres villes de la région, peut être considéré comme un véritable holocauste. Puisqu'en l'espace de 50 jours, l'équivalent d'une ville moyenne de 100 000 habitants a été détruite. Ses habitants ont été tous passés par les armes. Ce drame historique, en fait, constitue plus qu'une page noire dans l'histoire coloniale. Pour les Algériens, ça reste toujours une blessure qui n'est pas totalement refermée, puisque aujourd'hui, il y a encore des survivants de ce drame, comme vous l'avez donc qualifié d'une violence inégalable, à un moment où toute l'Europe et les États-Unis étaient en fait en joie avec des balles, avec des commémorations, alors que les Algériens qui avaient combattu, dont les enfants, notamment ceux des Sétifs, qui vont arriver le 16 mai, donc une semaine après, par bateau au quai d'Alger, apprendront que leurs parents ont été tués justement dans la région.
ce qui fait un paradoxe dramatique qui pourrait éventuellement constituer le sujet d'un livre cornélien dans ce domaine-là. Oui, le problème, c'est que, voyez-vous, Monsieur Mustafa Khayati, lorsqu'on parle du 8 mai 45, on a encore quelques blocages. C'est-à-dire que tout n'a pas été déverrouillé. Il est vrai que pour nous, ça paraît simple. On va se dire que c'est la commémoration du 8 mai 45, la date des massacres, de toutes ces manifestations, des civils, des Algériens, des armées complètement pacifiques sont sortis pour crier leur joie. Mais la leur, celle des Algériens, c'est-à-dire ceux qui aspirent justement à retrouver leur indépendance, et que ça là n'a pas été, si vous voulez, ça a été complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils se sont confrontés à une autre puissance coloniale. Au fait, on est sorti, on célèbre la victoire contre le nazisme. La France célébrait aussi la victoire contre le nazisme, la France coloniale de l'époque, mais avait utilisé les mêmes procédés dans la répression de ces Algériens qui ne faisaient que réclamer leur dû, quoi. C'est sûr. En fait, il n'y a pas eu des manifestations comme ça avec, ça s'est fait progressivement. Non, il y a eu une manifestation qui était très bien organisée parce qu'elle était préparée. Il faut rappeler qu'il y a eu le 1er mai une première manifestation. Ah oui, vous voulez dire qu'il n'y avait pas d'arbitraire. C'était pas comme si c'était un truc hasardeux. Qui a été organisée, qui s'est bien déroulée. Et puis le 8, comme c'était l'armistice, donc les manifestants portaient les drapeaux de toutes les nations alliées. Et en plus, bien sûr, le drapeau algérien, ce qui a un peu embêté, pour ne pas dire irrité, les autorités coloniales qui ont donc commencé à tirer, et la première victime a été celui qui portait justement le drapeau. Oui. De plus, pour montrer, si vous voulez, le côté pacifique de cette manifestation, les organisateurs ont mis les enfants scouts au devant de la manifestation pour signifier aux autorités coloniales qu'il s'agit d'une manifestation bien organisée, mais très pacifique. Donc, mais ceci dit, cela n'a pas empêché la réaction des autorités coloniales. De tirer, même si c'était des enfants qui étaient en devant. Et bien sûr, la violence appelle la violence. Une fois qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont tombées sous les balles, certains manifestants ont essayé de se venger et donc, par effet de boule de neige, ça a pris des proportions. Ça a dégénéré, voilà. C'est-à-dire que c'est parti vers des choses qu'on ne pouvait plus contrôler, alors qu'on pensait que c'était tout à fait le contraire. Alors, nous recevons Aklim El-Louli, sénateur franco-algérien écologiste. Monsieur Aklim El-Louli, bonsoir. Merci d'être avec nous par téléphone. Bonsoir, merci à vous, merci. Et bonsoir à vos téléspectatrices et téléspectateurs. Oui, alors Aklim El-Louli, vous êtes sénateur quand même franco-algérien, donc écologiste, et que votre présence, vous êtes aujourd'hui en Algérie parce que justement l'Algérie commémore aujourd'hui cet anniversaire un peu douloureux, le 8 mai 45. Votre présence en Algérie aussi est importante. De quelle manière votre présence est aujourd'hui importante en tant que sénateur franco-algérien? Alors, en tant que sénateur, puisque ça c'est mes origines, mais moi je suis d'abord sénateur français, comme les députés, tous les sénateurs qui sont ici. Et donc nous, on est venus effectivement pour l'apaisement. Donc on a deux messages. Un, c'est de la diplomatie parlementaire, c'est-à-dire que nous, on est en train de dire que les polémiques et les invectives ne font pas une politique et sont de nature à dégrader une relation nécessaire pour nos générations futures. Donc la diplomatie parlementaire ouvre une nouvelle voie, une voie de dialogue. Et ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Et puis la deuxième chose, on est venu pour les 80 ans du 8 mai 45 parce que 80 ans après, il est temps de reconnaître ce crime d'État, et c'est ce que nous défendons à l'Assemblée pour mon groupe et au Sénat. Et donc, nous, on explique qu'effectivement, il faut quand même remettre l'histoire, j'entendais votre invité qui l'expliquait, c'est que les grands-pères, les pères et les frères ont combattu pour la liberté, c'est-à-dire qu'on les a emmenés, ils ont fait le débarquement de Provence qui a permis au Machel de pouvoir signer et d'être à la table des négociations parce qu'ils ont vaincu le fascisme et le nazisme, donc ce sont des héros pour la France, et donc ils ont défendu la liberté. Par contre, dans leur pays d'origine, ils n'avaient pas la liberté, ils étaient considérés comme indigènes. Et donc les gens sont descendus dans la rue pour manifester avec le slogan « Abat le fascisme et le colonialisme qui se nourrissent de la même racine, et donc des mêmes racines. » Et ils ont été tués pour ça. Donc c'est un crime d'État, et parce que la dignité humaine ne peut s'absoudre de liberté. Et donc la liberté qu'ils ont combattu, qu'ils ont défendu au prix de leur sang pour la France, pour l'humanité,
il était légitime qu'ils la revendiquent chez eux. Et donc, c'est une revendication légitime. Il n'y a pas de bienfait au colonialisme. Le colonialisme et le fascisme se nourrissent des mêmes racines. Et donc, il était pour nous important de venir témoigner et de dire que il est grand temps que la France reconnaisse les crimes coloniaux et que l'on puisse enfin écrire l'histoire par les historiens et tourner la page pour permettre justement, comme l'a fait l'Allemagne en son temps, elle a permis justement que le couple franco-allemand Paris-Berlin puisse être la locomotive de l'Europe. Il faut que demain, le couple Paris-Alger soit effectivement la locomotive de la Méditerranée et de l'Afrique. Oui, très bien, Aklim Ellouli. Vous avez quand même dit un mot, au début de votre intervention, vous avez dit que nous étions là pour justement rappeler un message ou ramener un message d'apaisement. Mais ne pensez-vous pas quand même, Aklim Ellouli, vous qui êtes franco-algérien, aujourd'hui que votre rôle est très important, mais beaucoup plus aussi, l'apaisement passe aussi par la reconnaissance. Or, vous savez très bien, vous et moi, que le mot massacre était tabou et qui n'est devenu tel qu'il est aujourd'hui prononcé que dernièrement. Je veux dire, ça date pas plus de 10 ans. On a toujours appelé ça événement. Les événements du 8 mai, pardon. Donc, est-ce que finalement l'apaisement ne passe pas par la reconnaissance? Eh bien, c'est ce que je viens de dire, donc on est d'accord, effectivement, l'apaisement passe par la reconnaissance. Vous savez, on ne peut pas travestir l'histoire. Vous savez, ces gens qui sont morts, ils ont besoin l'Algérie a besoin de faire son deuil. Et donc, c'est dans l'histoire, c'est dans la reconnaissance. Il ne s'agit pas de se flageller. Il s'agit pas et je sais que, il s'agit de dire l'histoire. Il s'agit de dire que rien ne peut justifier des crimes contre l'humanité. Oui, vous le dites, des crimes contre l'humanité. Certains ne le considèrent pas comme ça, Aklim Mellouli. Eh bien, certains considèrent que, mais d'autres d'ailleurs, et puis c'est aussi notre message, c'est de venir dire que si certains ne le considèrent pas comme ça, de dire qu'en France, c'est pas l'OS, c'est pas le Rassemblement national, c'est pas les théories, les nostalgiques de l'Algérie française qui vont là. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie, il faut quand même rappeler à tout le monde que les gens se sont battus pour des valeurs. Et d'ailleurs, auprès des Algériens qui se battaient pour leur dignité et pour leur liberté, il y avait les réseaux Janson, il y avait Maurice Audin, il y avait Yveton, et il y en avait beaucoup d'autres qu'on pourrait citer. Et donc, ces gens-là se sont battus parce qu'ils étaient la fierté de la France et donc la patrie des droits de l'homme. Et donc, effectivement, quand on se revendique de la patrie des droits de l'homme et qu'on se revendique porteur d'humanisme et d'universel, il faut reconnaître aussi, et parce que, y compris, c'est part sombre de l'histoire. Et donc, c'est le travail que l'on fait avec les parlementaires pour justement faire en sorte que nous puissions écrire l'histoire et enfin tourner la page pour permettre à nos générations futures, comme je l'ai dit, d'avoir un avenir meilleur parce que sinon on hypothéquera l'avenir de nos enfants et c'est notre responsabilité et nos silences ou notre inaction nous rendra complices. Voilà, donc l'histoire, on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Toujours est-il que l'Algérie a vaincu et que peut-être c'est à elle aujourd'hui d'écrire réellement son histoire, non pas qu'elle a été déformée, mais sa véritable histoire dont les archives sont encore entre les mains de la France. Pensez-vous qu'il faut absolument revenir sur cette question ? Alors d'abord, l'histoire, elle n'est pas écrite par les vainqueurs ou les vaincus, l'histoire est écrite par des historiens. Comme ça, ça permet effectivement de sortir, d'être sur les faits avérés, sur le réel, sur l'histoire réelle, et non pas l'histoire fantasmée ou les mémoires à géométrie variable. Donc c'est l'objectif. Et d'ailleurs, il y avait une commission d'historiens mixte, parce que c'est ça l'intérêt, c'est que ce soit mixte, qui travaillait là-dessus. Et Benjamin Stora et d'autres ici. Donc c'est ce travail que nous devons pousser, et nous avons déposé, et nous avons écrit au président de la République pour justement lui demander de reconnaître les crimes d'État du 8 mai 45. Eh ben justement, ma dernière question, comme ça je sais que vous êtes très occupé, donc que vous nous avez accordé un peu de votre temps, que vous avez une journée chargée. En tant que franco-algérien, sénateur de surcroît, en quoi est-ce aujourd'hui important de dépoussiérer certaines vérités historiques ? Mais vous savez, que ce soit en tant que franco-algérien, en tant que français, le problème c'est qu'on se passe sur des valeurs. Donc moi effectivement, je suis sensible à tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine, à tout ce qui porte atteinte au mépris de l'autre, à la haine, au fascisme, et donc au communisme. Donc je suis pour la liberté des peuples, pour l'autodétermination des peuples, et donc c'est ce combat qu'on mène. Il est universel, et l'Algérie a sa part d'universel, et nous devons effectivement reconnaître les choses parce que ça grandit, et le pardon grandit ceux qui le pratiquent, et donc je crois qu'il est important
que nous changions de paradigme vis-à-vis des pays africains. Et au-delà de l'Algérie, ce travail qui est mémorial qui pourrait être fait avec l'Algérie va aussi permettre à la France de faire ce travail au niveau de l'Afrique, du Mali, du Sénégal, et peut-être de changer de paradigme et de retrouver sa place dans l'échiquier international. Et parce qu'on ne peut pas avoir Oui. l'humanisme à géométrie variable. Oui, et très bien. Et que peut-être l'Algérie sera la locomotive qui permettra de faire ça pour d'autres exemples, comme elle a été d'ailleurs la Mecque des révolutionnaires. Elle sera également peut-être celle qui aidera à déclassifier beaucoup de dossiers concernant les archives, pas seulement en Algérie, mais comme vous le disiez, pour d'autres pays africains. Hakim El Louli, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sénateur franco-algérien écologiste et que vous êtes justement présent en Algérie pour ce dossier très important et pour la question du 8 mai 45. Merci d'avoir été avec nous. Moustapha Khayati, finalement, vous savez, quand on parle du 8 mai, c'est vrai qu'on a envie un petit peu de dépassionner le débat et que ce débat soit réellement donc sur le volet histoire, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est comment se sont déroulées les choses et comment on en est arrivé justement à ce massacre de 45 000. Est-ce qu'on peut qualifier ça de génocide, même si pour certains peut-être ça semble exagéré, mais voyez ce qui se passe par exemple à Raza en une année et demie, il y a 52 000 victimes martyrs, alors qu'en Algérie ça s'est fait durant peut-être 2 mois de répression, mais il est vrai que c'était les premiers coups qui étaient les plus durs, et 45 000 morts. Et on va revenir sur les 45 000 morts. Tout à fait, pour le chiffre, bien sûr. Il y a une polémique. Enfin, tout à fait, j'aimerais bien l'aborder avec vous. Oui. Alors, le problème qui se pose concernant le 8 mai 45, c'est que d'abord, c'est difficile de le considérer comme uniquement un crime contre l'humanité. On peut le considérer réellement comme un crime, comme un génocide. Un génocide, comme les razzias durant le 19e siècle et comme les enfumades. Qui sont très connus. Et donc, vous avez écrit là-dessus. Donc, on ne peut pas, parce qu'en quelques jours, il y a eu disons, une dimension irrésistible de détruire tout ce qui était vivant. Une sorte d'acharnement. D'acharnement. Vous avez d'abord la marine qui a bombardé la côte, qui a bombardé toutes les villes de la côte. Vous avez l'aviation qui a bombardé les villages, etc. C'était systémique. Les colons ont été armés par plus d'un millier ont été armés par l'armée. L'armée elle-même, avec des blindés qui s'est mise de parti. Et donc, les Français ont ramené des groupes aéroportés de France par avion. On a ramené également les Goum et le Tabor marocain de Casablanca. Donc, les Français croyaient qu'il y avait une véritable insurrection. Donc, ils se sont dit, on va étouffer cette insurrection dans l'œuf. Et ils ont tout mis. Plus que ça, donc les victimes ont été mises dans des tranchées et ensevelies avec du sable parce qu'on ne sait pas réellement les noms, etc. Enterrés vivants ou après avoir été tués? Vivants et morts ou blessés, donc, etc. Certains corps ont été brûlés dans des fours à chaud pour disparaître totalement, pour qu'il n'y ait pas de traces, etc. Donc, ce qui a été fait, relève d'un véritable génocide. On ne peut pas tuer autant de personnes en un laps de temps très court dans un espace limité concernant des ethnies précises. Oui. Donc, s'il n'y avait pas réellement une volonté de les exterminer. Donc il y avait une volonté réelle d'extermination. Parce qu'on a toujours dit, pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait intention, voire l'intention, elle est claire aujourd'hui. L'intention est claire et que l'Algérie aujourd'hui peut-être intenter un procès de la France coloniale. Absolument, absolument. Donc, si vous voulez, on revient sur les chiffres, parce que c'est très important. Les Français, donc les protagonistes locaux, ont parlé, notamment le général Duval, qu'il y avait à peu près une centaine de morts français et 1000 Algériens à l'époque. Or, Thibault, le général Thibault, qui a été chargé d'une commission d'enquête, ensuite on lui a retiré le dossier. Il a été approché par 2 journalistes, il parle de 15 à 20 000. Oui. Les sources américaines parlent de 60 à 80 000. Bon, les Algériens ont retenu le chiffre, l'estimation de 45 000, mais il est sûr qu'il y a plus, parce que des historiens qui ont visité Aix-en-Provence, donc les archives, ont retrouvé uniquement pour la région de Guelma 29 000 victimes.
Le problème c'est énorme pour une petite ville comme Guelma. Oui. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, on n'a pas accès aux archives qui sont détenues par les Français. Et donc on ne peut pas consulter les archives militaires qui, elles, pourraient donner les estimations réelles ou disons même sous-estimées, mais qui pourraient nous donner une idée sur le nombre réel de victimes. C'est très important ce que vous dites, M. Riati, parce que finalement, aujourd'hui, quand on parle du 8 mai 45, la première des choses qui viendrait à l'esprit de ceux qui voudraient les détracteurs, c'est la question des chiffres. Pourquoi la question des chiffres est-elle si importante? Pourquoi à chaque fois on essaye de remettre en cause ce chiffre qui est de celui de 45 000? Alors même des historiens, vous leur adressez la parole, vous leur posez la question, ils vous disent on n'est pas très sûr des chiffres, voyez-vous. C'est-à-dire que on n'est pas très sûr des chiffres, c'est même pas dans un sens positif, dans le sens où ça pourrait être pire ou plus. Absolument. Mais c'est-à-dire qu'on veut diminuer. Pourquoi toute cette polémique autour de ce chiffre? Pourquoi certains révisionnistes ne veulent pas de ce chiffre? Est-ce que parce qu'ils se sentent un peu plus impliqués dans ce qu'on appellerait ce génocide qu'on a essayé de taire, qu'on a essayé d'occulter? On a vu par exemple dans les rapports qui ont été faits par les militaires concernant les populations civiles, il y avait une tendance à sous-estimer à chaque fois le nombre de victimes. Alors que les historiens aujourd'hui sont pratiquement catégoriques pour dire que les razzias qui ont été effectuées dans les années 30 et 40 du 19e siècle ont entraîné plus de 850 000 victimes. Aujourd'hui, on le sait. Donc, en l'espace de moins de 2 décennies, c'est-à-dire à peu près de 1834 à 1847. Une vingtaine d'années. Donc, pour ce qui est maintenant du 8 mai 45, le problème est pratiquement similaire parce que les autorités coloniales ont toujours essayé de réduire les chiffres réels. Et les archives vont le montrer, mais également les témoignages, parce que comme vous le savez, la télévision algérienne a enregistré beaucoup de témoins durant les années 60 et 70 et même 80. Et l'exploitation de ces enregistrements n'ont pas été encore faits. Donc, il serait intéressant, bien sûr, de croiser toutes ces informations-là par un travail réel d'historien et ensuite, donc, proposer des chiffres plus proches de la réalité. Et ça pourrait être la surprise, parce que le chiffre pourrait être vraiment supérieur à celui qui est officiellement donné, que ce soit par l'Algérie ou que ce soit par ses détracteurs. Pour qu'il y ait des sources américaines qui parlent de jusqu'à 80 000 victimes, cela veut dire ce que cela veut dire. Ça peut être vraiment supérieur à ça. Alors, beaucoup disent que ces massacres constituent un point de bascule dans l'histoire de l'Algérie et qui est intimement lié à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce le cas? Oui, tout à fait. Parce que le même jour, Farhat Abbas et le docteur Saadan attendaient à Alger, dans les bureaux du gouverneur général, d'être reçus par le gouverneur général. Et ils ont été arrêtés par la police qui est venue les arrêter au niveau du salon du gouverneur. Donc, même les quelques Algériens comme les gens de l'AML ou qui étaient pour une solution négociée, qui étaient pour le maintien, si vous voulez, de l'Algérie sous le giron français avec certaines dispositions, 45 a été le point de rupture totale. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Mustapha Riati. Il est vrai que le sujet est beaucoup plus grand que le temps qui nous est imparti, qu'il est certes passionnant, mais qu'il est beaucoup plus que passionnant, car des vérités doivent être absolument aujourd'hui dites sur ces événements. L'Algérie donc déclare ce jour, le 8 mai 45, journée nationale. 80 ans sont passés, mais les Algériens ont toujours la mémoire aussi vivace. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.